Il y a eu une initiative des anciens présidents béninois. J'allais en venir. Oui, est-ce qu'il ne faut pas élargir un peu ce cercle pour laver ce linge sale? Parce que les accusations qui sont sorties sont quand même suffisamment graves. Je parlerai même parfois de secret d'État, puisque Tiani a même évoqué des codes que les gens sont en train de décrypter. Laisser ces informations sur la place publique, est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce qu'il ne faut pas créer un cercle plus restreint? J'allais évoquer tout de suite cette médiation des anciens chefs d'État, notamment Elisson Blo et Boni Yaye, qui ont fait donc la démarche vers le Niger. Mais pourquoi cette action n'a pas prospéré? En réalité, il y avait eu une forme de mémorandum qui envisageait la possibilité d'une assise plus élargie sur un certain nombre de points bien évoqués. Vous voyez, vous pouvez avoir une conviction d'aller faire la médiation entre deux parties. Et vous êtes obligé d'être impartial dans un tel contexte, même si vous appartenez à un camp, parce que les deux présidents appartiennent au Bénin. Alors ils sont obligés d'être en impartialité. Mais s'ils vont vers le Niger, et le Niger, à son accord, à son habitude, évoque tout simplement des faits, avec des éléments de preuve, qui sont irréfutables. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ça veut dire que tout simplement, c'est pour ça que j'ai dit en début, tout simplement, qu'il s'agit tout simplement d'interpeller la conscience des gens. Parce que tout ce qui relève du bon sens, relève du bon sens tout simplement. Tout le monde sait que c'est ce qui doit être fait. Si ça n'a pas été fait, ça ne veut pas dire que les dirigeants béninois et ivoiriens ne sont pas intelligents. Ils sont suffisamment intelligents. Mais s'ils sont dans des alliances qui les empêchent de mouvoir par eux-mêmes et donc d'assumer leurs conditions, ils sont obligés de rester dans cette attitude qui malheureusement compromet aussi bien les intérêts de leur peuple que les intérêts des autres peuples. Mais dans votre question précédente, vous avez parlé de l'isolement d'un pays de l'AES, ça m'a fait sourire un peu. Voyez-vous, lorsque au départ, le Mali, en premier, avait demandé à la France de déguerpir aux forces tunisiennes et tout, on dit ah oui, ça va consacrer l'isolement du Mali, qu'il y aura une mobilisation, etc., etc. Et moi, j'avais fait une émission ici où j'ai dit on ne peut parler de l'isolement d'un dirigeant ou d'un peuple que s'il n'y a pas la symbiose entre son dirigeant, entre le dirigeant et le peuple lui-même. Parce que la force d'un dirigeant, c'est quoi? C'est son peuple. Alors, s'il y a une synergie, un partage de deux visions, les gens portent la vision du dirigeant et il la double, il y a derrière. Mais vous avez une force irréfutable, vous n'avez pas besoin de l'extérieur pour commencer à vous construire. Parce que vous ne pourrez construire le peuple qu'en travaillant sur l'esprit, l'état d'esprit des citoyens, de ceux qui deviennent intègres, patriotes et qui s'engagent autour de la cause qui est la vôtre. Aujourd'hui, objectivement parlant, sur le plan diplomatique, est-ce qu'on peut dire que les pays de l'AES sont isolés? Non. Justement, ce sont des institutions internationales qui sont en train, de façon littérale, de leur faire la cour. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, nous avons trop peur d'assumer nos pensées, nos convictions, nos choix. Parce qu'on a peur de souffrir, on a peur des représailles, on a peur des réactions souvent épidémiques de ceux-là que nous considérons comme étant des puissances. Or, pour qu'eux ils arrivent là où ils sont, ils ont dû passer par un parcours. Quelle que soit la nature du parcours que vous aurez à subir, une fois que c'est par conviction que vous le faites, empruntez-la. Empruntez cette voie-là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, après 3, 4, 5 ans, vous voyez que les pays de l'AES sont en train de sortir de l'ornière. Même si on continue de les attaquer, ils développent une résilience incroyable, une puissance endogène qui fait que tous les pays d'Afrique de l'Ouest sont plutôt contemplatifs des œuvres qu'ils sont en train de réaliser. Qui auraient cru qu'avec toutes les ruptures qu'ils ont subies, tous les coups qu'ils subissent, ils seraient capables de restructurer leur pays, de lancer leur économie et de faire en sorte à devenir des pays qu'on redoute aujourd'hui et dont on parle à chaque fois. Est-ce que vous voyez encore la même condescendance qu'on utilise encore les gars de ce pays-là? Non, ça fait respect qu'on parle d'eux aujourd'hui. Et c'est tant mieux, parce qu'ils ont fait les sacrifices qu'il fallait. Et je pense que ça, ce n'est que le début des surprises. Luc Abaki, vous évoquiez tantôt l'impact économique de cette crise. Oui. Je voudrais qu'on creuse cet aspect maintenant pour finir cette première partie. Excellence, avec cette brouille diplomatico-politique, est-ce que ça ne constitue pas un risque pour les corridors commerciaux et même les projets d'intégration, les projets énergétiques par exemple? C'est pas un risque pour l'économie de la sous-région? Mais l'économie, elle en souffre. Je ne dis pas les menacer, mais elle en souffre. Je viens d'apprendre qu'il y a eu un passage qui a été ouvert entre le Nigeria et le Niger. Et le même jour, on parle de 2000 camions qui passaient. 2000 camions, remorque, c'est mieux remorque, c'est colossal, qui passent. Est-ce que normalement, si les Africains étaient des gens intelligents, mais si nous avons nos querelles politiques, faisons nos querelles politiques, mais on ne doit pas freiner l'économie. Mais l'Africain étant ce qu'il est, ils ont freiné l'économie parce qu'ils veulent à tout prix en finir, non pas avec les dirigeants qu'ils ont baptisés putschistes au Sahel, mais avec les peuples du Sahel. On a tout fermé, les médicaments, la nourriture, tous les équipements, on a tout fermé. C'est-à-dire que le Burkina, le Mali et le Niger doivent retourner à l'âge de la pierre taillée. Malheureusement, c'est aujourd'hui dans ces pays qu'on construit des autoroutes, on construit des usines, on va construire des centrales nucléaires. Un mot qu'on n'a jamais entendu dans la savane africaine depuis que l'humanité existe, c'est pas dans ces pays soi-disant de la CEDEAO hyper civilisés par le grand pays des négriers. Donc les pays du Sahel ne sont pas isolés, on avait parlé d'isolation tantôt, parce que c'est la même stratégie, les mêmes là qui voulaient isoler le Sahel, c'est les mêmes qui ont voulu isoler Poutine. Aujourd'hui, tous rampent la nuit au Kremlin, ils envoient les émissaires ramper la nuit pour voir Poutine au Kremlin. Non, le jour, c'est le jour, moi, le jour, ce sera là où, le jour où eux-mêmes, les dirigeants, ils vont aller. Parce que je vous avais dit, notez ça, retenez ça, tous iront à Canossa, ça veut dire qu'ils iront faire acte de contrition devant Poutine, ça va arriver. Mais en attendant là, leurs émissaires sont au Kremlin. Alors, si vous n'avez pas pu isoler Poutine, et que Poutine est avec les pays du Sahel, mathématiquement, ce n'est pas vos économies moribondes de la CEDEAO qui vont, disons, isoler des pays, des économies naissantes, vigoureuses des pays de l'AES. Depuis qu'on a cessé de les voler, de les piller, de prendre leur uranium, leur or, leur diamant, leur couteau, cadeau, mais ils se sont réveillés, ils ont l'argent, ils construisent le pays. Donc, moi, je crois que l'économie va en souffrir. On ne peut pas dire le contraire, hein, l'économie va en souffrir, mais heureusement aussi, c'est ces pays du Sahel qui ont les hommes d'affaires les plus futés. C'est-à-dire que partout tu passes, c'est eux que tu trouves. Même dans nos pays, tout ici, c'est eux. Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, mais c'est les gens du Sahel, c'est eux les grands hommes d'affaires. Tu ne peux rien contre ça, c'est une qualité innée. On ne s'improvise pas homme d'affaires, grand homme d'affaires du jour au lendemain. C'est vrai que tout le monde commence par en souffrir. Le port d'Abidjan, par exemple,
du difficulté parce que les pays de l'AES, de plus en plus, tentent de mettre. Ils ont fait tarir les recettes du port d'Abidjan. Voilà là, les conséquences. Et quand on parle du tarissement des ressources pour un pays, mais ce n'est pas le pays, c'est pas le président qui en pâtit, malheureusement. Ces ressources-là devaient servir à investir et à épargner le peuple. Vous voyez où ça va, jusqu'où ça va. Mais pour revenir à votre question, c'est de dire en fait que, vous savez, c'est vrai, on a besoin d'unité, mais il vaut mieux parfois aller seul que d'être mal accompagné. Parce que les pays voisins de l'AES se sont montrés finalement être un poison pour eux. Voilà pourquoi ils ont décidé de se retirer entre eux. Et puis, le noyau a commencé à s'organiser, à se structurer, et à se rendre tout à fait dynamique dans l'entrepreneuriat, dans l'organisation, dans la gouvernance même d'État. Et bizarrement, c'est là où que justement que les miracles sortent. Vous comprenez donc que si finalement, l'ensemble des pays, ne serait-ce que de la CEDEAO, avaient décidé d'assumer leur identité, de faire en sorte à se gouverner par eux-mêmes, et de travailler donc de façon endogène pour se structurer, vous imaginez où un pays, une communauté comme la CEDEAO serait déjà arrivé? Si 3 pays seulement, enclavés, arrivent à se mettre ensemble, à se structurer, à mettre en place une banque d'investissement avec un capital de plus de 500 milliards de francs CFA, avec des projets sérieux, à s'organiser de la manière dont ils sont en train de s'organiser, à investir sur des projets structurants. Alors qu'ils n'ont pas de soutien, alors qu'ils n'ont pas l'aide budgétaire dont on vous a toujours parlé, alors qu'ils n'ont pas des prêts colossaux que la Banque mondiale, le FMI accorde souvent. Et donc, ça part de leurs ressources intérieures. La dernière fois, j'ai été impressionné par le propos d'un responsable de burkinabé qui dit non, mais écoutez, avec l'aide de l'AFD, c'était une histoire de 2 ou 3 millions. L'Agence française de développement. L'Agence française de développement. Eh bien, ils ont suspendu ça, ils ont trouvé un mécanisme endogène de mobilisation de ressources. Aujourd'hui, ils sont au moins à 300 millions de dollars par an. Rien que sur le plan endogène, c'est-à-dire le contribuable burkinabé. Parce qu'il est convaincu de la pertinence des choix politiques opérés par ces gens. Parce qu'il est convaincu du sérieux et de la rigueur dans la gestion des ressources, décide d'accompagner des initiatives. Et donc, la contribution du burkinabé en termes d'efforts de guerre s'évalue au moins à 300 millions de dollars par an. Ce qui est tout le contraire de ce que ces institutions internationales donnaient et qui leur permettait de phagocyter toute la souveraineté de ces pays-là. Vous comprenez tout le paradoxe qu'il y a? C'est pour dire que nos dirigeants doivent se montrer suffisamment courageux et commencer à agir en humain tout simplement. Et quand je parle d'humain, c'est parce qu'il y a des règles du vivre ensemble qui sont déjà établies et qui permettent à notre espèce de vivre. Ils adoptent cela et qui se présentent comme des modèles pour faire prévaloir ces genres de principes de vivre ensemble, etc. Et on va se développer simplement en se passant justement de ces comédiens prédateurs d'hier et d'aujourd'hui qui continuent de nous mystifier avec de l'argent alors qu'en fait, la vraie richesse n'est pas d'abord l'argent. Parce que c'est l'homme qui fabrique l'argent. Travaillons d'abord sur l'état d'esprit de l'homme, sur l'intégrité du citoyen, sur le modèle du citoyen dont nous avons besoin. Parce qu'on veut créer un modèle de société qui nous sied, tout simplement. Alors, à conclure, c'est de revenir parti, le World Forum, Excellence. Si vous étiez, Patrice Talon ou Simon si vous étiez au cœur des pouvoirs au Bénin et en Côte d'Ivoire, quelle exploitation auriez-vous fait de l'interview du général Tiani? Quel pas auriez-vous posé après avoir écouté ça? Tu sais, les dirigeants de ces 2 pays, ce n'est pas qu'ils ne savent pas. Finalement, ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas aussi. Mais il a souligné quelque chose. Ils ne sont pas maîtres de leurs décisions. Et comme ils ne sont pas maîtres de leurs décisions, si j'étais à leur place, ils auraient fait exactement ce qu'ils vont faire. Est-ce que tu comprends? Si j'étais à leur, ils auraient fait ce qu'ils vont faire parce qu'on leur dit de faire et ils font. Hein? Quand Bongo dit va, moi je va. Quand Macron dit va, eux ils vont. Donc on ne peut rien. Moi, je vous ai dit la dernière fois ici qu'il ne fallait même pas les citer. Parce qu'ils sont sous ordre. L'ordre n'a pas changé. C'est celui qui donne les ordres qui devait se montrer plus intelligent, les soulager un peu pour qu'ils ne soient pas. Parce qu'on les compromet, non pas seulement devant les dirigeants de l'AIS, mais devant leur propre population. C'est ça qui fait pitié. La France a des services de renseignement bien structurés, bien fournis, et ces services devaient lui dire exactement comment les gens vivent dans ces pays, qu'est-ce que les gens pensent dans ces pays. Elle devait en tenir compte pour faciliter la tâche aux dirigeants. Ils croient punir les pays du Sahel, mais ils punissent plutôt ces pays. Les derniers amis qui restent à la France. Moi, si j'étais à la France, je les aurais ménagés de telle sorte que, j'aurais évité de faire les ennemis de tout le monde, et de 2, c'est à eux, j'aurais demandé de faire ami avec tout ce que je veux ramener dans mon giron. C'est le contraire qui est fait tous les jours.